Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'Organisation mondiale de la santé tient ces 18 et 19 mai son assemblée générale et ce en pleine pandémie de coronavirus. L'OMS vivement critiquée dans la gestion de cette crise sanitaire. Le monde appelé à tirer des leçons de la pandémie de Covid-19 et notamment auprès du continent africain. 5 chefs d'État du continent ont ainsi été appelés à témoigner sur leur gestion efficiente de la pandémie à l'occasion d'une table ronde menée par le New York Forum Institute. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Lesotho, où le Premier ministre Thomas Tabané ne montre aucune volonté de démission. Ce dernier doit pourtant être remplacé le 22 mai prochain par Moeketsi Majoro, actuel ministre des Finances. Mais avant de développer ces titres, accroissement record des cas positifs au Covid-19 en Afrique du Sud. 1160 nouveaux cas ont été décomptés ce dimanche dans le pays. Un triste record pour la nation arc-en-ciel, déjà lourdement touchée par la pandémie. En riposte, le gouvernement avait décrété le 27 mars un confinement strict. L'Afrique du Sud étant l'un des seuls pays au monde à interdire en ces temps de restriction la vente d'alcool et de cigarettes. Des mesures décriées par les populations qui ont depuis fait l'objet d'un assouplissement de la part des autorités. Et la pandémie de coronavirus au cœur de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé qui a débuté ce lundi. Une réunion virtuelle durant laquelle le directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus devra certainement rendre des comptes sur sa gestion très controversée de la crise sanitaire. L'OMS accusée d'avoir minimisé la dangerosité du virus et d'avoir donné l'alerte trop tardivement. Fanny Mounichi et Neil Claude Bessa. L'Organisation mondiale de la santé, sous le feu des critiques, tient sa 73e assemblée annuelle. Une réunion inédite puisque virtuelle et raccourcie par rapport aux 10 jours habituels. L'OMS, qui doit faire face aux demandes d'explication d'une partie des États membres dans la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. L'organisation est accusée d'avoir réagi trop tardivement et de s'être alignée sur les positions chinoises. C'est une très bonne chose d'avoir une organisation mondiale de la santé, mais encore faudrait-il qu'elle puisse véritablement être utile lorsqu'on a des pandémies de ce genre-là et aussi qu'elle fasse attention aux affirmations qu'elle donne. Elle a donné des affirmations sur l'Afrique. Jusqu'à présent, ça s'est paralysé. Aujourd'hui, ces avertissements ne sont plus crédibles. Donc aujourd'hui, elle aurait pu mieux maîtriser sa communication, mieux maîtriser son information et se départir justement du fait que certains États sont en train de gérer des intérêts parce que sa parole est d'or. Dans un moment comme celui que nous traversons, on a besoin d'avoir des choses stables mais des choses précises. Une pandémie qui continue d'ailleurs de progresser. L'OMS estime que la propagation de la Covid-19 est toujours sur la phase ascendante, notamment en Afrique où le nombre de cas est en nette augmentation. Le continent qui affiche néanmoins une certaine résilience face à la maladie, contrairement aux prévisions, avec seulement 1,6% des cas au niveau mondial. Les pays africains ont un grand avantage par rapport à de nombreux pays du reste du monde qui n'ont pas connu une épidémie de maladies infectieuses. Les pays africains savent ce que l'épidémie peut faire à la société et aux communautés et ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Le continent africain a une mémoire profonde qui permet de prendre très au sérieux l'avènement d'un nouvel agent pathogène. L'Afrique, où l'un de ses États, Madagascar, a déjà développé un traitement préventif et curatif, le Covid Organics. Si l'Organisation mondiale de la santé rappelle son soutien à la pharmacopée traditionnelle, elle met en garde contre l'utilisation de cette tisane. Reste que, selon la communauté scientifique, un vaccin ne devrait pas intervenir avant 2 ans contre ce virus qui a contaminé en ce jour plus de 4,5 millions de personnes et fait plus de 300 000 morts à travers le monde. Et si on le voit bien, la crise sanitaire liée au Covid-19 est loin d'être terminée. L'après-pandémie se prépare déjà. L'Afrique notamment est appelée à partager son expérience. Le continent qui, contrairement aux prévisions, fait preuve d'une grande résilience. 5 chefs d'État participent d'ailleurs ce 19 mai à une table ronde virtuelle à l'initiative du New York Forum Institute. Nathalie Mo.
5 chefs d'État africains conviés au New York Institute Forum ce 19 mai 2020. Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Uhuru Kenyatta du Kenya, Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire vont porter la voix de l'Afrique en faveur d'une nouvelle gouvernance mondiale au sortir de la pandémie de Covid-19 lors de cette rencontre virtuelle. Nous avons souhaité initier cette conversation avec des chefs d'État et des dirigeants africains pour évoquer les principaux enseignements à tirer de leur gestion de cette crise. En choisissant d'organiser cet événement au sein du New York Forum Institute, l'objectif est d'anticiper les prochains risques qui pourraient être une crise alimentaire, une crise de l'éducation et une non-inclusion de la jeunesse et des personnes vulnérables. La pandémie de Covid-19 a montré les limites des systèmes de résilience économique et sanitaire de nombreux pays. Fort de ce constat, les États africains ont développé des mécanismes locaux de lutte en se basant sur leurs réalités existantes. Aujourd'hui, le continent a déjoué les pronostics avec 3,35% de taux de létalité au Covid-19, le taux le plus faible au niveau mondial. Le continent a très vite adopté des mesures barrières qui ont, n'est-ce pas, été des mesures d'hygiène ou alors des mesures de limite de la propagation, telles que des confinements partiels, des confinements qu'on peut considérer comme des confinements totaux, même si après on se rend compte que le continent africain perdra beaucoup du point de vue économique face à cette mesure de limitation qu'est le confinement. Le New York Forum Institute, qui présente le 21e siècle comme celui de grands bouleversements, reconnaît l'Afrique comme un acteur important des changements à venir. La plateforme accompagne la mise en œuvre de programmes de croissance économique des pays grâce à la création de nouvelles alliances depuis 2010. Dans le reste de l'actualité, une victoire pour l'activisme politique en Algérie. Abdelwahab Fersaoui et Ibrahim Daouadji sont libres. Les deux figures du mouvement de protestation anti-régime Irak ont été libérées ce dimanche par la justice algérienne, respectivement condamnés à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national et 6 mois de prison pour incitation à attroupement non armé. Abdelwahab Fersaoui et Ibrahim Daouadji ont vu leur peine réduite à du sursis. Rebondissement dans le bras de fer opposant le Premier ministre Thomas Tabané au reste de la classe politique au Lesotho. Accusé du meurtre de son ex-femme, Thomas Tabané, 80 ans, est sommé par son parti, la Convention de tous les Basotho, de quitter ses fonctions. Une démission qui devait, selon un accord, avoir lieu le 22 mai prochain, mais qui ne semble pas concorder avec le calendrier que s'est fixé le Premier ministre. Un sujet d'Ange Nomenio. Thomas Taban, Premier ministre du Lesotho, peu enclin à quitter le pouvoir. Censé quitter ses fonctions à la suite d'un accord le 22 mai, le chef du gouvernement n'avait pas pour autant confirmé ce départ. Bien que lâché par sa coalition, il a récemment reçu un soutien pour le moins inattendu. Le Premier ministre ne peut pas, quelle qu'en soit la raison, être obligé à démissionner. Obliger le Premier ministre à quitter ses fonctions par un processus qui n'est pas sanctionné par la Constitution s'apparenterait à un coup d'État. Pourtant, le 22 mai prochain, le Parlement du Royaume doit se réunir pour approuver la nomination d'un nouveau Premier ministre, l'actuel ministre des Finances, Mweketi Majoro. Nomination qui, de toute évidence, n'entre pas en conformité avec le calendrier fixé par Thomas Taban, qui, pour rappel, est accusé du meurtre de son ex-femme en juin 2017. Lorsque le procureur général de la République estime que les choses devraient se dérouler conformément à la Constitution, la même Constitution garantit les droits, l'accès à la justice à tous les citoyens Basotho de la même manière. Or, le Premier ministre est accusé de quelque chose de grave. Il était en contact avec les meurtriers de son ex-femme. Est-il coupable? Non, il bénéficie d'une certaine présomption d'innocence, mais en dehors du pouvoir, il risque de se retrouver devant les juges et d'être éventuellement condamné si sa culpabilité est prouvée. Le mandat de Thomas Taban à la tête du gouvernement devait, pour rappel, prendre fin en 2022. Mais âgé de 80 ans, le chef du gouvernement a toujours martelé qu'il quitterait ses fonctions plus tôt, en juillet 2020, notamment en raison de son âge.
99%, c'est le taux d'inflation atteint en avril dernier au Soudan. En cause, la hausse des prix des denrées alimentaires, notamment les céréales, de la viande, du lait et du pain. À noter que ce chiffre était déjà de 82% le mois précédent. Un sacré revers pour les espoirs nourris par de nombreux Soudanais à la suite de la fin du régime de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019. Graziella Chakunte et Nathalie Mo. Les prix des denrées alimentaires poursuivent leur envol au Soudan. Le Bureau central des statistiques a annoncé ce samedi un taux d'inflation sans précédent de 99% en avril 2020. Céréales, viande, lait, pain, les produits de première nécessité sont particulièrement impactés, une situation qui fait craindre une nouvelle poussée de fièvre. Je crois simplement que la situation peut devenir dangereuse et ce n'est dans l'intérêt de personne. Le monde entier devrait accorder de l'importance et de l'intérêt à cette transition politique qui est en train de prendre place dans ce pays afin qu'elle se passe dans toute tranquillité. La chute du régime el-Béchir en avril 2019 et la formation d'un gouvernement de transition avaient pourtant suscité l'espoir d'un développement économique et social. Mais un an plus tard, le Soudan accumule tous les maux d'une économie à bout de souffle. Les autorités de Khartoum sont confrontées à un manque de ressources sur fond de pandémie de Covid-19. À cela s'ajoute une dette publique écrasante, une croissance moribonde et des sanctions unilatérales particulièrement handicapantes. La seule façon pour le Soudan de sortir de ce cycle de pauvreté et de désespoir est de se libérer des entraves liées aux sanctions imposées à l'époque du gouvernement américain précédent. Cela permettrait au Soudan d'attirer des investissements pour ses réformes économiques indispensables et d'accéder pleinement aux fonds des institutions financières internationales. Encore faudra-t-il que les bailleurs de fonds puissent honorer leurs engagements. Et rien n'est acquis car la plupart des pays du monde seront désormais consacrés aux divers plans de sauvetage économique post-coronavirus. Les institutions internationales estiment donc que le Soudan doit avant tout miser sur son capital naturel et sur la mise en place de réformes politiques et économiques. Dans le reste de l'actualité, report de la fermeture des centrales à charbon en Afrique du Sud. L'ESCOM, la compagnie nationale d'électricité, a en effet décidé que les sites de Grooveley, Camden et Ndrina devraient fermer à l'horizon 2030. Une manœuvre qui permettrait à la compagnie d'être en phase avec les politiques de développement durable approuvées par le pays. Ange Nomenio. 2030. En Afrique du Sud, c'est à cette date que l'ESCOM, la compagnie électrique nationale, envisage de fermer ses 3 plus vieilles centrales à charbon, ce qui signifie de manière concrète un report. En raison des contraintes liées aux capacités de production et pour permettre aux autres centrales de subir les maintenances prévues, nous avons décidé de continuer l'exploitation de Grooveley et de les fermer d'ici à 2030. Des enquêtes sont en cours sur les normes à respecter dans ce cadre. Les sites de Grooveley, Camden et Ndrina sont ainsi en première ligne. L'objectif affiché par l'entreprise nationale est de maintenir sa capacité électrique. Il faut dire que l'entreprise a de multiples reprises été critiquée par la population sud-africaine, et ce en raison des coupures à répétition. Il va falloir donc replacer l'Afrique sur la question donc de la lutte contre le changement climatique, voir comment est-ce que les Africains s'activent à réduire leur contribution au réchauffement climatique à travers la réduction de la coupe des arbres, donc la réduction de la consommation de la biomasse. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la pauvreté et du développement, aussi tant qu'on n'aura pas encouragé les États à diminuer, sinon à supprimer les taxes sur les produits énergétiques afin qu'ils deviennent accessibles aux communautés les plus pauvres. Le charbon restera donc la source d'énergie la plus accessible et la lutte sur ce plan-là risque d'être encore difficile, sinon elle risque d'être de longue durée. Si la décision n'a pas encore été ratifiée, il est à noter que l'Afrique du Sud produit encore à ce jour 90% de son électricité grâce au charbon. Et ce en dépit des différents traités décrétés par les instances internationales en matière de développement durable. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.